Bienvenue à tous. On va prendre quelques secondes le temps que tout le monde arrive et que tout se passe bien sur le plan technique. On va commencer avec la vidéo du ministre à l'occasion de l'ouverture du bureau. Et puis ensuite, on reviendra avec François pour commencer. 各位支持台巴关系的朋友，大家好 ，Bonjour。今天很高兴能够参与驻普罗旺斯台北办事处的揭牌开幕仪式，在线上跟各位共享这一份喜悦。我要先借这个场合，感谢为了要成立办事处而奔走的各位好伙伴们。相信台湾的大家都对南法充满许多美好的印象，而普罗旺斯也是台湾人到法国的主要旅游景点之一。普罗旺斯办事处的成立，相信可以为国人以及我们的侨胞提供更及时、更优质的服务。这几年的台法关系，在吴志忠大使、驻处同仁以及法国友台伙伴的共同努力之下，有很不错的发展。法国本来就是台湾的很重要的经贸伙伴，台法双方在航太、生医以及科技等产业领域的合作前景相当被看好。因应全球供应链重组的趋势，台法两国未来将在半导体、智慧医疗、再生能源和循环经济等方面也有空间进行更多的合作。而台湾和南法的交流也不断的深化。今年，台湾更获邀以主宾国的身份参加南法数位艺术双年展。相信驻普罗旺斯办事处开始运作之后，台法交流能再更上一层楼。在防疫经验交流方面，今年9月，吴大使应邀到法国参议院出席听证会，向法国国会议员及政府官员分享台湾的防疫经验。台湾的民主式防疫也在法国打开了知名度。目前，包括法国在内许多国家仍在奋力对抗肺炎疫情。如果有台湾可以帮得上忙的地方，请不要客气，让我们知道，让我们一起对抗肺炎。我也在这边要特别提醒我们的驻处同仁，出门在外保重身体健康。最后，预祝驻普罗旺斯办事处运作顺利，台法友谊长存。Vive l'amitié France Taiwan！ 各位支持台法关系的朋友，大家好 ，Bonjour！ 今天很高兴能够参与驻普罗旺斯台北办事处的揭牌。Merci beaucoup, Lucille, pour la vidéo. Je pense qu'on me revoit désormais. Je vais demander donc à François de remettre sa vidéo, c'est parfait. Le député nous rejoindra, mais avant de commencer, je voulais vraiment donc tous vous remercier d'être présents ce soir. Et après cette vidéo, c'est vraiment l'occasion de vous rappeler que l'idée de cet événement, qui va durer un peu moins d'1 heure et demie, c'est de prendre le temps non seulement de présenter ce nouveau bureau de Taïwan à Aix-en-Provence, et puis surtout de pouvoir faire un peu le point sur la coopération extrêmement concrète qui existe entre la France et Taïwan et dans de nombreux domaines. C'est pour ça que ce soir, dans une seconde partie, on aura la chance d'avoir des enseignants, des chercheurs, des artistes, des directeurs d'institutions et autres qui pourront évidemment partager non seulement leur expérience, mais aussi évoquer le potentiel que crée très concrètement l'ouverture de ce bureau de Taïwan à Aix-en-Provence. Mais j'ai déjà parlé bien trop longtemps et donc je laisse la parole à l'ambassadeur. Merci Antoine, c'est toujours très heureux de te voir et de voir aussi tant d'amis français et taïwanais qui sont présents pour soutenir les relations taïwano-françaises. Donc d'abord, je salue les amis qui sont présents ce soir. Je suis très honoré et très content de pouvoir joindre à vous pour discuter les relations entre la France et Taïwan. 各位支持台法交流的伙伴，大家好。Depuis ma nomination en France en 2018, je constate un approfondissement accéléré des relations entre Taïwan et la France, non simplement dans les domaines de l'économie, mais aussi dans le domaine des technologies, de la culture, du tourisme et de l'éducation.
Les liens entre nos deux pays ne s'appuient plus exclusivement sur une conception de coopération, mais sur un véritable partenariat et une confiance mutuelle. Et dans le cadre du programme Vacances-Travail, on constate que les jeunes Français sont les plus nombreux en Europe à se rendre à Taïwan pour connaître notre pays, derrière les Japonais et les Coréens. Et dans le domaine scientifique, la France continue à être notre deuxième plus grand partenaire et elle est également le troisième pays d'accueil en Europe pour les étudiants taïwanais qui viennent approfondir leur connaissance de ce pays. La France est enfin notre quatrième partenaire commercial européen derrière l'Allemagne, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. Et ça veut dire aussi qu'on a encore beaucoup de choses à travailler pour faire avancer la France, pour être un partenaire encore plus important pour Taïwan. La France est aussi une des nations phares garantes des valeurs universelles et du futur de l'humanité. Sa voix est entendue dans le monde entier et Taïwan apprécie son soutien en faveur de la démocratie taïwanaise. J'ai eu l'honneur d'ailleurs d'être invité, ce qui est une première historique, par le Sénat français afin d'être auditionné sur la gestion face au Covid-19. La représentante adjointe de la France auprès des Nations Unies a également manifesté pour la première fois encore son soutien à Taïwan à l'occasion de l'adoption de la loi taïwanaise du mariage pour tous. Ainsi, l'existence de Taïwan comme société libre et démocratique n'est pas simplement la démonstration qu'une société sinophone n'est pas condamnée à vivre sous un régime autoritaire, mais c'est également la preuve manifeste que les valeurs que nous partageons ensemble sont universelles. Taïwan et la France partagent un attachement fondamental à la démocratie, aux libertés et aux droits de l'homme. Ces principes communs constituent assurément un terreau favorable pour le rapprochement de nos deux pays qui défendent, l'un comme l'autre, les valeurs démocratiques et universelles qui unissent les hommes, les êtres humains. Que ce soit à Taïwan ou en France, nombreux sont ceux qui se soucient du bon développement des liens qui unissent nos deux pays. L'ouverture d'un bureau de Taïwan à Aix-en-Provence marque non seulement une étape importante dans les relations franco-taïwanaises, mais elle constitue également un nouvel élan pour la promotion et le développement de ces relations. Je souhaite également, et c'est très important, remercier la Fondation pour la recherche stratégique Cher Antoine d'avoir organisé avec nous cette visioconférence à l'occasion de l'inauguration du bureau de Taïwan à Aix-en-Provence. Ce sont des attachements de la part de la France qui encouragent Taïwan à œuvrer pour la vérité, la culture, la démocratie et la coopération et la paix. Chers amis, pour terminer, permettez-moi de souhaiter que les relations entre nos deux pays, nos deux sociétés, nos deux peuples et nos deux républiques s'enrichissent toujours plus à l'avenir avec la volonté commune de tendre vers un monde meilleur. Préparons et travaillons ce futur ensemble. Je vous souhaite un joyeux Noël et une belle année. Je vous remercie. Et merci encore une fois, cher Antoine. Cher François, merci beaucoup pour ces gentils mots. Alors, le député Botorel devrait arriver dans quelques instants, mais je vais justement en profiter pour aborder quelques points avant qu'il puisse s'exprimer. Et je pense qu'il est vraiment important, avant tout, de revenir sur quelques préjugés qu'on peut avoir sur Taïwan afin de les déconstruire. Le premier, ce serait de penser que Taïwan est forcément isolé sur la scène diplomatique et l'ouverture de ce bureau à Aix-en-Provence en est évidemment le contre-exemple. Alors effectivement, il y a une couverture médiatique sans précédent sur Taïwan ces derniers mois, évidemment dans un contexte de pandémie globale, mais la réalité, c'est que Taïwan n'est pas si isolé, entre guillemets, sur la scène internationale. Taïwan est de fait aujourd'hui une puissance diplomatique particulière, sûrement unique, mais n'en demeure pas moins une puissance diplomatique avec des femmes et des hommes diplomates nombreux et de qualité.
Juste quelques chiffres. Si Taïwan aujourd'hui a 15 ambassades dans le monde, dont 9 en Amérique latine et dans les Caraïbes, elle a 111 postes diplomatiques au total. 111 postes diplomatiques, c'est considérable. Ça fait de Taïwan le 7e pays d'Asie en termes de réseau diplomatique devant la Malaisie et même le 31e pays au monde en termes de réseau diplomatique devant la Suède et devant Israël. Alors si le nombre de ces bureaux est limité en Afrique, avec par exemple seulement une ambassade et 4 bureaux, soit 5 postes, il y en a 29 en Europe désormais, avec l'ouverture de ce bureau à Aix-en-Provence. Et la France, entre guillemets, a le plaisir de pouvoir rejoindre les 3 autres pays européens qui ont plus que 2 postes diplomatiques taïwanais sur leur territoire. C'est le cas du Royaume-Uni, c'est le cas de la Suisse, et c'est le cas de l'Allemagne. L'Allemagne aujourd'hui a 4 postes diplomatiques taïwanais. Avec la France, on est désormais à 2. Il y a encore un peu de chemin à faire, mais en tout cas, il y a désormais une possibilité pour qu'il y en ait encore plus en France. Ayant moi-même grandi dans le sud de la France, je serais par exemple ravi qu'il y ait une 3e représentation diplomatique, par exemple à Bordeaux, sur la côte atlantique. Et puis, au-delà de ces représentations, de ces postes diplomatiques, Taïwan, c'est de l'assistance, par exemple, technique, de l'aide au développement, à plus d'une vingtaine de pays à travers plus d'une centaine de projets. Le deuxième préjugé qu'on peut avoir sur Taïwan, c'est souvent de se dire que Taïwan n'apparaît pas dans les classements internationaux et que le pays serait, entre guillemets, peu reconnu internationalement. Taïwan, aujourd'hui, c'est la 6e puissance économique de l'Indo-Pacifique. Le PIB de Taïwan, c'est 2 fois plus important que le PIB du Vietnam. Taïwan, c'est le 3e pays de l'Indo-Pacifique en matière de compétitivité, selon le Forum économique mondial, devant la Corée du Sud et même devant l'Australie. Taïwan, c'est le 5e pays de l'Indo-Pacifique en matière d'IDH, d'indice de développement humain tel que calculé par l'ONU, devant la Corée du Sud. Taïwan, c'est le 5e pays de l'Indo-Pacifique en matière de liberté de la presse, selon le classement annuel de Reporters sans frontières, devant le Japon. Taïwan, c'est le 4e pays de l'Indo-Pacifique en matière de liberté publique, selon le classement du Cato Institute, qu'on appelle le Human Freedom Index, et ça fait Taïwan le 4e pays, donc devant la Corée du Sud. Et puis un dernier point, par exemple, Taïwan, c'est le 3e pays de l'Indo-Pacifique en matière d'accès aux soins, selon le Global Access to Healthcare de The Economist et du laboratoire Gilead. Et on l'a bien vu pendant cette pandémie que Taïwan était de loin, entre guillemets, par rapport à de nombreux autres pays, et notamment les pays européens, malheureusement, en avance en termes de prévention et de contrôle des épidémies. Évidemment, c'est un secteur qui offre de nombreuses opportunités en termes de coopération entre la France et Taïwan. Et au-delà de ça, je pense que ce qu'il est important de rappeler, c'est qu'il y a souvent et parfois, entre guillemets, un manque d'audace. Alors pourquoi est-ce que j'utilise le terme d'audace? C'est un clin d'œil au président de la République qui, évidemment, en août 2019, évoquait une stratégie de l'audace, une stratégie de la prise de risque et de la nécessité pour la diplomatie française de faire cela. Ce qui est important, c'est qu'il y a parfois un manque d'audace vis-à-vis de pays qui coopèrent de fait avec Taïwan, mais qui cherchent parfois, par exemple, à invisibiliser Taïwan. Et si je peux me permettre cette comparaison, il y a un peu une sorte de don't ask, don't tell politique vis-à-vis de Taïwan. La volonté de ne pas faire de vagues et d'éviter toute action qui pourrait parfois offenser Pékin demeure souvent, malheureusement peut-être, la stratégie adoptée par de nombreux pays. Par exemple, un exemple très concret, en janvier 2020, lorsque le Quai d'Orsay, et c'est une bonne chose, a salué les élections à Taïwan, tout en précisant à la fin du communiqué que cela démontrait l'attachement des Taïwanais à la démocratie, entre guillemets, locale, je cite. Pourtant, évidemment, la promotion des valeurs démocratiques en Asie est consensuelle et les autorités françaises, tout comme les autorités européennes, évidemment, se sont réjouies de ces élections. On peut même aller plus loin parfois en évoquant cette stratégie, entre guillemets, d'invisibilisation politique de fait de Taïwan auprès de certaines autorités. C'est par exemple le cas des autorités françaises dans les documents officiels. Pour vous donner un exemple, il n'existe pas, par exemple, sur la page Internet du Quai d'Orsay, du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, de page dédiée à Taïwan. Les seules mentions faites de Taïwan sont, entre guillemets, dans la veille du Quai d'Orsay sur les questions scientifiques et technologiques. De la même façon, ni dans le livre blanc sur la stratégie du Quai d'Orsay dans l'Asie-Océanie à l'horizon 2030, ni même dans la stratégie française dans l'Indo-Pacifique, Taïwan n'est mentionné.
Et c'est parfois un peu paradoxal quand on sait que cette stratégie a une composante économique considérable et que la stratégie française se veut de fait inclusive dans cet espace. Le point que je veux souligner, c'est qu'une plus grande visibilité, une plus grande coopération ne signifie en rien une remise en cause de la politique de la France vis-à-vis de Taïwan. Et il est évidemment possible de concilier les deux. Taïwan est de fait un partenaire de premier plan dans de nombreux domaines pour la France, et on le verra évidemment également dans la seconde session. Ce qui était important, c'est aussi pour la Fondation pour la recherche stratégique, qui évidemment travaille avant tout sur des questions de sécurité au sens large, de souligner l'importance du dialogue et de la coopération avec Taïwan. Au sein de l'Union européenne et au sein des différents États membres, il y a une définition assez large aujourd'hui des questions de sécurité, une compréhension globale, entre guillemets, des questions de sécurité. La sécurité aujourd'hui, elle ne se limite pas à la seule sécurité militaire, c'est aussi des questions de sécurité maritime, de sécurité sociétale, de sécurité économique, de sécurité environnementale, de sécurité humaine. Et ces 6 dimensions de sécurité, elles recouvrent de nombreux éléments dans lesquels les échanges avec Taïwan sont extrêmement importants. De la manipulation de l'information à la liberté de navigation, de la diversification des chaînes d'approvisionnement mondiales aux cyberattaques, de la prévention, et c'est évident aujourd'hui, des prochaines pandémies, à l'assistance et au secours en cas de catastrophe naturelle, de la résilience démocratique à la souveraineté technologique, et enfin de la protection des minorités, y compris les minorités LGBT, à l'égalité des sexes. Dans toutes ces dimensions, l'Union européenne et les États membres, dont la France, peuvent évidemment jouer un rôle, direct ou indirect, franc ou discret, massif ou limité, vis-à-vis de Taïwan. Et c'est fondamental que des démocraties partagent leurs idées, partagent évidemment leurs intérêts communs. Et dans ce cadre, il est vraiment plus important que jamais d'accroître la coopération et la coordination avec Taïwan. Et les think tanks dont je fais partie ont évidemment un rôle essentiel à jouer avec, et c'est important de le rappeler, des marges de manœuvre bien plus importantes que les autorités politiques. Et il faut évidemment le prendre en compte. Malheureusement, depuis trop d'années, des think tanks refusent d'organiser des événements ou de publier des études sur Taïwan, cédant de fait à une forme d'autocensure. Et ça, ce n'est pas acceptable, évidemment, en termes de liberté académique. Or, ce qui se passe aujourd'hui dans le détroit de Taïwan et l'avenir de Taïwan est une importance considérable pour la France et plus largement pour les Européens. C'est pour ça qu'à la Fondation pour la recherche stratégique, on a décidé de lancer, en partie avec le soutien du bureau de Taïwan à Paris, de lancer un programme sur la sécurité et la diplomatie à Taïwan, qui vise en partie à combler un vide et à normaliser, si je peux dire, Taïwan en tant qu'objet d'étude et en tant que discussion dans le débat public. L'objectif, il n'est pas du tout de remettre en cause la politique de la France à l'égard de Taïwan, mais d'en faire plus. C'est d'en faire plus en matière d'échange, d'en faire plus en matière de coopération, d'en faire plus en matière de coordination et d'en faire plus en matière de visibilité. Et donc, je me réjouis aujourd'hui, évidemment, que cet événement permettre de démontrer qu'il est possible de parler de Taïwan, de parler de la réalité des échanges et de la coordination, de la coopération entre la France et Taïwan à un moment d'autant plus important. Et donc je remercie évidemment l'ambassadeur d'avoir accepté de participer à cet événement qui, dans la seconde session qui commencera dans quelques minutes, permettra encore une fois d'illustrer, et ça c'est très important, la coopération concrète et également la coopération décentralisée qui existe entre Taïwan et la France. Et évidemment, l'ouverture d'un bureau à Taïwan est une excellente chose pour les ressortissants taïwanais, mais également pour tous les Français, puisque ça crée évidemment de très nombreuses opportunités. Alors, je pense que le député n'a pas pu encore se connecter. Donc, ce qu'on va faire, si vous voulez bien, c'est qu'on va directement passer à la seconde session, et puis il interviendra très certainement à la fin de la seconde session pour apporter quelques éléments. Et donc, pour commencer, je suis ravi de présenter Madame Emily Jovenchen, qui est secrétaire chargée des affaires économiques au sein du service économique et commercial du bureau de représentation de Taïwan en France. Les échanges économiques entre Taïwan et la France, ils sont importants. Ils ont atteint 4,7 milliards de dollars en 2019 avec un excédent français qui est important. Taïwan. L'importance de l'économie, elle est historique dans les relations entre la France et Taïwan et les pays européens et Taïwan. Je vous rappellerai par exemple que le nom du bureau de l'Union européenne à Taipei est le Bureau économique et commercial européen. Et donc je suis ravi qu'on puisse discuter à présent du potentiel de coopération économique entre la France et Taïwan. Bonsoir à tous. Taïwan est un pays insulaire avec une superficie entre les Pays-Bas et la Belgique.
mais il occupe une position importante dans l'économie mondiale avec 610 milliards de dollars du PIB en 2019, devançant la Suède, la Belgique ou encore l'Autriche. Cette année, nous espérons une croissance de 2,54%, notamment grâce à une gestion remarquable de l'épidémie du Covid. En 2019, Taïwan était classé 18e exportateur dans le monde selon l'OMC. D'après plusieurs instituts internationaux comme le Forum économique mondial et le Business Environment Risk Intelligence, Taïwan est classé 3e au niveau mondial pour le développement de 4e pour la meilleure destination d'investissement et 12e en termes de pays les plus compétitifs au monde. Maintenant, j'aimerais aborder la relation économique franco-taïwanaise. En termes du commerce extérieur, en 2019, une somme de 4,7 milliards de dollars a été générée par le commerce bilatéral franco-taïwanais. Ainsi, la France est devenue le 3e pays à l'exportation vers Taïwan dans l'Union européenne, le 5e pays de l'Union européenne à importer depuis Taïwan. En termes d'investissement, à Taïwan, nous avons une forte présence d'environ 200 entreprises françaises comme Sigfox, Air Liquide, Dassault Systèmes, Carrefour, Decathlon et BNP Paribas. En France, vous avez aussi de grandes entreprises taïwanaises, par exemple Asus, Acer, Gigabyte, pour le secteur des TIC, TT Group, Victor et Jimbao pour les machines de précision, ainsi que Giant, leader fabricant du vélo qui se situe à Aix-en-Provence. Comme Madame Bilbao de BPI France va développer plus tard, les coopérations industrielles et de recherche franco-taïwanaises ont abouti à de bons résultats. Par exemple, le CEA a établi un partenariat étroit avec Taïwan dans la recherche des hautes technologies. Et puis, les métropoles de Grenoble-Alpes et Toulouse ont beaucoup travaillé avec Taïwan sur la Smart City. Nous avons également des projets en cours dans les domaines des semi-conducteurs, de la santé intelligente, de l'économie circulaire, de la fabrication intelligente et dans l'hydrogène. Pour conclure, avec l'ouverture de notre nouveau bureau à Aix-en-Provence, nous allons continuer à faciliter les échanges commerciaux et coopérations industrielles franco-taïwanaises. Et grâce à ce nouveau bureau, notre relation économique bilatérale va s'approfondir davantage. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Émilie, et j'inviterai l'ensemble des participants de la seconde session, et Émilie également, à garder votre caméra. Alors évidemment, gardez vos micros éteints, mais gardez les caméras allumées pour qu'on voit l'ensemble des participants de la seconde session, s'il vous plaît. Je suis désormais ravi de passer la parole à Madame Romane Bilbao, donc chargée de développement produit partenariat à BPI France. Taïwan, c'est aujourd'hui le 3e pays de l'Indo-Pacifique et le 10e au monde en termes de compétitivité numérique selon l'Institut international pour le développement du management. Il y a évidemment des géants de l'innovation à Taïwan, notamment dans les semi-conducteurs avec TSMC dont on a beaucoup entendu parler ces derniers mois. Au-delà, il y a déjà de la coopération entre la France et Taïwan. J'avais eu la chance de visiter il y a quelques mois dans une ère pré-Covid la French Tech Taïwan. Il y a déjà énormément de choses qui sont faites et puis donc je suis encore une fois ravi de céder la parole à Romane pour parler des questions d'innovation et puis plus largement de toutes les questions dont BPI France voudrait parler. Merci Antoine. Donc bonsoir à tous. Donc tout d'abord, je tiens à vous remercier de l'invitation et donc de pouvoir aujourd'hui représenter BPI France pour l'inauguration de ce bureau à Aix. Donc je me présente rapidement. Donc je suis Romane Bilbao, donc je travaille chez BPI France au sein de la direction de l'innovation et donc nous accompagnons les entreprises sur les programmes d'innovation internationaux. Donc plus spécifiquement, je suis en charge des dispositifs de projets collaboratifs internationaux, donc dont celui avec Taïwan, donc sous forme d'un appel à projet, mais aussi de missions d'accompagnement en collaboration donc avec les acteurs français et les acteurs taïwanais de l'innovation.
Donc, Taïwan est un partenaire important pour BPI France, donc notamment grâce aux liens établis dans la recherche et dans l'innovation. Donc, concrètement, la collaboration entre BPI France et la SMECF donc s'inscrit par le biais d'un appel à projet, donc qui est ouvert toute l'année. Donc, les entreprises peuvent finalement postuler, candidater sur cet appel à projet au fil de l'eau. Donc, cet appel à projet vise à créer des partenariats de recherche et de développement conjoints, ayant pour but de faire immerger donc des projets innovants. Donc, ces projets contribuent finalement au renforcement des relations commerciales et favorisent également donc un écosystème d'innovation entre la France et Taïwan. Donc, pour dire un petit mot supplémentaire donc de cette collaboration, donc elle débute en 2018 lorsque BPI France et le bureau de Taïwan lancent ce programme et signent donc un MOU d'une durée de 2 ans. Donc après ces 2 années, on peut finalement dire que ce fut un succès puisque premièrement donc il a été reconduit il y a quelques semaines. Donc nous en sommes ravis. Et puis deuxièmement, Taïwan représente 15% des candidatures de l'ensemble des appels à projets internationaux, donc de notre service, ce qui place Taïwan en 3e position après l'Allemagne et après le Canada. On ressent donc une forte volonté des entreprises françaises de nouer des partenariats technologiques avec des entreprises taïwanaises. Et puis, nous essayons également de communiquer auprès des entreprises françaises sur cette collaboration. Donc, en ce moment, par le biais de webinaires notamment. Et puis, un petit mot pour vous dire que ce matin même, donc, nous avons présenté un webinaire sur l'écosystème taïwanais en collaboration avec la French Tech Taïwan. Donc, pour résumer, nous sommes ravis de l'ouverture de ce bureau à Aix. Et puis, nous espérons que cela pourra renforcer encore un peu plus nos liens et puis pourra créer également de nouvelles opportunités de collaboration entre nos entreprises et donc notamment pour les entreprises qui sont situées dans le sud. Donc, merci à tous. Merci Romane, dans le sud de la France et aussi dans le sud de Taïwan pour avoir passé de nombreux mois à Kaohsiung. Il y a aussi des belles pépites dans le sud et c'est aussi un écosystème d'innovation à Taïwan. Je suis désormais ravi donc de passer la parole à Lionel Siam, donc maître de conférence au CEREJ, le Centre de recherche et d'enseignement de géosciences de l'environnement à Aix-en-Provence. Coopération scientifique entre la France et Taïwan, elle existe depuis déjà longtemps. Il y a notamment des accords de coopération avec l'Académie des sciences, le CNRS, l'INSERM, etc. Puis depuis 1999, donc désormais plus de 20 ans, le ministère des Sciences et des Technologies de Taïwan et l'Académie des sciences de l'Institut de France ont fondé le prix scientifique franco-taïwanais qui récompense tous les ans les scientifiques ayant contribué à la collaboration scientifique entre les deux pays. Il y a donc beaucoup de choses qui se font et Lionel en est un parfait exemple. Merci Antoine et bonsoir à tous. Alors bon, je vais me présenter rapidement. En effet, je suis enseignant-chercheur à l'université d'Aix-Marseille. En fait, chercheur au CEREJ, qui est le centre de recherche et d'enseignement de géosciences et de l'environnement. Alors, c'est une unité mixte dans le sens où elle est sous la tutelle en fait de l'université d'Aix-Marseille, mais aussi du CNRS, de l'IRD, de l'INRAE et du Collège de France. Et dans notre dans notre unité de recherche, nous regroupons environ, presque 140 en fait enseignants et enseignants-chercheurs et chercheurs et personnel évidemment technique, tous les ingénieurs si importants pour le bon déroulement de la recherche. En tant que chercheur spécialisé en fait dans l'étude de l'évolution des reliefs et plus particulièrement des paysages, je m'intéresse à Taïwan depuis environ 2002 et je co-anime un laboratoire international associé du CNRS, d'abord avec donc Jacques Angelier qui était professeur à l'université Paris 6, puis à partir de 2010 avec mon collègue Serge Lallemand qui est directeur de recherche CNRS à Géosciences Montpellier. Alors en fait, la collaboration en sciences de la Terre est cependant plus ancienne que 1999. Elle a en fait débuté dans les années 80, au début des années 80, et elle a d'abord été consacrée à l'étude géologique et structurale de la chaîne de montagnes de Taïwan, mais cette collaboration va très vite et progressivement
s'élargir aux différents domaines des sciences de la Terre au sens large et aux géosciences marines, ce qui permet aujourd'hui de collaborer sur sur des domaines qui vont de la sismologie à la géodésie spatiale, enfin, et ce qui permet de suivre quasiment en direct les déformations de la croûte terrestre et des autres processus naturels qui ont lieu à Taïwan. Et de ce point de vue, Taïwan, pour nous les scientifiques, en tout cas pour les gens qui s'intéressent aux sciences de la Terre au sens large, c'est un laboratoire naturel absolument exceptionnel. Alors n'oublions pas que cette île et ses habitants ont été durement touchés par ces aléas naturels et parmi les plus violents, on peut se rappeler le séisme du 21 septembre 1999 avec une magnitude de presque 7,5. Le typhon Morakot, 10 ans plus tard, avec les nombreuses disparitions, l'ensevelissement du village de Shaolin, etc. Mais à chaque fois, la population a démontré des capacités de résilience exceptionnelles, et ces deux événements sont aujourd'hui considérés comme fondateurs pour la science des séismes ou la science des événements météorologiques extrêmes, et bon, ce qui a permis des progrès vraiment très importants dans la compréhension de ces processus. Donc au fil des ans, nous avons développé un partenariat fort. Notre laboratoire international associé a permis de mettre en place des relations vraiment pérennes avec des équipes de recherche réparties dans de nombreuses universités et dans de nombreuses unités de recherche françaises et taïwanaises, et notamment dans le sud de la France. Donc je citerai par exemple Géosciences Montpellier, GéoAzur à Nice, ou encore bien sûr le CEREJ ici à Aix-en-Provence. Alors comme vous le mentionniez Antoine tout à l'heure, cette collaboration a aussi été reconnue au plus haut niveau avec notamment le prix scientifique franco-taïwanais, puisque il a été décerné pour la première fois en 1999, et c'est Jacques Angelier, donc le professeur en tectonique qui était à l'université Paris 6 à l'époque et qui a donc reçu ce premier prix. Mais on peut également mentionner qu'en 2004, le prix a été partagé aussi par Serge Lallemand et Sharshan Liu, un chercheur avec qui nous collaborons beaucoup en géosciences marines notamment. Donc, ceci pour souligner que ces outils de collaboration binationaux qui sont mis à disposition par le CNRS en relation avec son partenaire taïwanais. Alors aujourd'hui, ça s'appelle des IRL. On adore les sigles, nous les scientifiques. Donc les laboratoires de recherche internationaux, les projets de recherche internationaux ou les réseaux de recherche internationaux, enfin, sont des outils absolument intéressants et à explorer pour développer ces programmes de recherche avancés avec des partenaires non seulement académiques, mais aussi industriels. Je ne veux pas simplement faire référence qu'aux sciences de la Terre, mais dans notre discipline, nous en sommes un bon exemple, puisque notre laboratoire associé s'est donc déroulé en plusieurs phases, mais depuis 2007 et jusqu'à cette année, et un nouveau projet de recherche est sur les rails pour 2021. Donc c'est vraiment une collaboration qui fonctionne et qui dure, quoi. Donc, bon, qu'est-ce que je pourrais dire pour conclure voilà, donc aujourd'hui, nous sommes la communauté scientifique face à de grands défis qui évoluent dans les années à venir sans une collaboration étroite entre disciplines, interdisciplinarité, intersectorialité, collaboration internationale. Et de par sa situation géographique en tant qu'île, et sur le trajet des typhons, j'ai envie de dire, Taïwan sera aux premières loges de ces grands changements environnementaux qui nous sont annoncés malheureusement, avec des événements extrêmes peut-être de plus en plus fréquents ou plus intenses, on ne sait pas, un niveau marin en élévation probablement. Donc dans les années à venir, cette collaboration scientifique entre la France et Taïwan devra, à mon avis, contribuer au développement de ces connaissances et pour améliorer notre compréhension du système terrestre, de ses réponses aux grands changements, mais aussi contribuer à résoudre ces problèmes de développement durable qui s'annoncent. Et je crois que dans ce contexte, le Bureau de représentation de Taïwan à Aix pourra jouer un rôle essentiel en favorisant les échanges ou en permettant des échanges, peut-être des mots chercheurs, les étudiants du bassin versant provençal.
Des relations étroites pourront et devront se développer probablement avec l'université d'Aix-Marseille, qui est qui est une université qui rassemble de nombreux champs disciplinaires et de nombreux acteurs de la recherche en Provence. Et je pense plus particulièrement aux nouveaux instituts d'établissement, comme celui sur la transition environnementale, dans lequel je participe, quoi. Voilà, donc je souhaiterais terminer ici en vous remerciant et en soulignant encore une fois le soutien sans faille du CNRS, de son partenaire taïwanais, le MOST, pour ne pas le citer, au cours de ces nombreuses années, et bien sûr le bureau de représentation de Taïwan en France, le bureau français de Taipei, pour leur aide efficace et permanente dans l'organisation quasi quotidienne de nos activités d'échange scientifique. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'était extrêmement intéressant d'avoir justement ces exemples extrêmement concrets dans les géosciences du partenariat déjà ancien entre Taïwan et la France. Aujourd'hui, il y a plus de 600 accords universitaires qui existent entre des établissements d'enseignement supérieur taïwanais et français. Il y avait en 2019 plus de 1200 visas d'étudiants qui avaient été donnés à des Taïwanais souhaitant étudier en France, et plus de 2000 Français sont allés étudier à Taïwan en 2019, y compris pour des séjours de courte durée. Au-delà des échanges purement universitaires, il y a évidemment de la recherche sur Taïwan en France, dont Stéphane est évidemment un des grands représentants. Par exemple, en 2017, il y a également eu un mémorandum de collaboration entre l'EHESS sur, par exemple, la recherche sur Taïwan avec un thème très précis, Taïwan et ses lieux de mémoire, étude de la dynamique de l'identité et de la mémoire dans la société taïwanaise contemporaine. L'association des études taïwanaises francophones est évidemment une association fondamentale. Je laisserai sûrement Stéphane en parler, tout en rappelant également que les assises des études taïwanaises francophones qui devaient avoir lieu en 2020 ont malheureusement été décalées, mais j'espère qu'elles pourront avoir lieu le plus rapidement possible. Je laisse la parole évidemment désormais à Stéphane Corcuve, maître de conférence à Sciences Po Lyon et ancien directeur de l'antenne de Taipei du Centre français d'études sur la Chine contemporaine et qui est un des plus renommés experts de Taïwan dans le monde francophone. Bon, alors après une introduction pareille, je ne sais pas exactement quoi dire. Bon, merci beaucoup Antoine et à la FRS de m'avoir invité et pour représenter sans doute Sciences Po Lyon et puis l'association francophone d'études taïwanaises. Et peut-être aussi, j'ai envie de dire, d'inclure dans la boucle la maison d'édition L'Asiatech qui nous a permis, à mon collègue Gwenaël Gafric et moi, de créer il y a quelques années chacun une collection d'ouvrages sur Taïwan. L'une, bien la première, je crois, est collection française, en tout cas francophone, française, sur Taïwan avec des textes universitaires en sciences sociales, et la seconde, une collection littéraire, qui n'est pas la première en langue française, mais qui est en train de devenir la plus dynamique. Voilà. Et l'association francophone d'études taïwanaises, comme tu viens de le dire, Antoine, a dû remettre à l'année prochaine ses assises, qui seront les premières assises francophones en sciences sociales. Et francophones, ça veut bien dire effectivement avec des collègues de Belgique, du Canada, et d'ailleurs si nous en avons avec grand plaisir. Alors moi, ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est que tout d'abord, cher Zhejiong, j'ai été le premier surpris de cette très bonne nouvelle quand elle a été annoncée par les actualités à Taïwan. Moi, j'étais à Taïwan à ce moment-là, à l'automne. Et puis, je me suis dit, mais au fond, combien de pays au monde ont cette chance d'avoir un deuxième bureau? Alors, Antoine l'a déjà dit sur l'Europe, hein. Il y a déjà l'Allemagne, la Suisse et la Grande-Bretagne, mais je pense que en fait, c'est intéressant de se poser la question de quels sont les autres pays du monde hors Europe qui en ont. États-Unis, Canada, Japon, ça va de soi. Peut-être moins intuitif, Honduras, Brésil et Afrique du Sud. Peut-être d'autres, je crois pas. Ce qui veut dire qu'en dehors de l'Europe, il n'y a pas beaucoup de pays et que franchement, je pense que c'est un grand honneur que Taïwan nous fait à la France. Et que c'est pas seulement une façon de résoudre des problèmes techniques qui se posent aux voyageurs, aux étudiants qui partent et qui ont besoin de visa, aux Taïwanais qui viennent. C'est surtout un grand geste politique. Merci à Taïwan de l'avoir initié, merci à la France de l'avoir accompagné.
Et je trouve qu'en tant que spécialiste de Taïwan, c'est très touchant. Et évidemment, j'ai une idée derrière la tête. Étant à Lyon avec mes étudiants qui ont pris la Covid-19 en pleine tête cette année, qui n'ont pu partir à Taïwan pour la raison que Taïwan gère très bien cette pandémie et les entrées-sorties. Donc, c'est pas une critique ici, hein. J'espère que la proximité du bureau à Aix-en-Provence fera qu'on aura 2 destinations pour aller demander nos visas et que nos étudiants pourront partir, je le souhaite. Alors pourquoi? Je remercie beaucoup Antoine d'avoir fait cette passerelle avec les étudiants qui partent à Taïwan. Pour ma part, j'ai, je crois, dans ma carrière, ouvert 5 accords académiques avec des universités taïwanaises. C'est vraiment un peu obsessionnel ou monomaniaque, mais quel plaisir on a quand on est sur le campus, par exemple, de Zhongshan Daxue à Kaohsiung, et qu'on apprend que le premier contingent d'étudiants étrangers dans l'université, ce sont les Français. C'est quand même vraiment bluffant et c'est vraiment super. Alors, nos étudiants, moi, je vais vous raconter une toute petite histoire très brève. En général, comme je gère les accords sur Hong Kong, la Chine et Taïwan, entre autres, dans mon institution, le Sciences Po Lyon, j'ai en général un rapport du simple au double, disons il y a 15 ans, sur les 10 dernières années, entre ceux qui partent en Chine et ceux qui partent à Taïwan. Et puis les choses ont commencé à bouger. Et je ne suis pas forcément responsable, car j'ai passé beaucoup d'années à Taïwan régulièrement, donc ce n'est pas forcément moi qui suis la cause de ça et de mes cours sur Taïwan. Et puis je vois que cette année, avec ce qui se passe, la gestion de la Covid-19 par les pays que je gère, les choses ont été vraiment complètement renversées et j'ai actuellement un rapport du simple au triple entre les étudiants qui veulent partir à Taïwan et ceux qui veulent partir en Chine. Ceux qui veulent partir en Chine savent ce qui les attend, une société difficile sans doute, mais aussi un horizon professionnel qui les attire. Ceux qui veulent partir à Taïwan sont très précisément, j'en ai 14 cette année, c'est vraiment beaucoup pour une petite maison comme nous, c'est des étudiants qui sont intéressés par le côté humain, la culture, l'ouverture sociétale et politique de Taïwan. Ce sont des étudiants et des étudiantes qui veulent apprendre le chinois, mais pas d'une manière stakhanoviste comme on peut le faire ailleurs, qui veulent apprendre le chinois, mais tout en étant capables d'écouter des cours en anglais dans des universités de grande qualité et qui vont leur parler éventuellement même de la Chine également, mais de Taïwan, des États-Unis, du monde, et qui se disent j'ai envie de faire ma recherche là-bas, de commencer mes premiers rudiments de chercheur ou de chercheuses sur le terrain, et c'est Taïwan qui choisit. Et de manière très surprenante, j'ai cette année des étudiants qui font en premier choix Taïwan, en deuxième choix Taïwan, et en troisième choix le Mexique, Mars ou Pluton, et qui ne veulent absolument pas aller ailleurs, ou alors en Corée ou au Japon. C'est-à-dire que leur schéma d'études, c'est bel et bien Taïwan ou un autre pays. C'est pas forcément le monde chinois. Sinon, ils pourraient mettre en deuxième choix la Chine ou Hong Kong. Il y en a aussi. Et je trouve ça assez intéressant. Bon, alors je ne vais pas parler trop longtemps non plus. Je voulais remercier également l'Institut de France et la Fondation culturelle franco-taïwanaise, qui est le pendant de ce dont on vient de parler pour le prix scientifique, le prix de la Fondation culturelle franco-chinoise à l'origine et franco-taïwanaise, a été inauguré pour sa part en 1996. On a donc 25 prix au moins aujourd'hui, 24, c'est vraiment beaucoup. Et ça montre un investissement au-delà des délicatesses que la question de Taïwan peut poser ici ou là. Et on a en France, quand on fait le bilan de ce réseau, qu'on retrouve un petit peu dans l'association francophone et les assises, un nombre assez intéressant de gens en France qui sont des passionnés de Taïwan et qui, parce qu'on est un État libre, disent oui, on conteste pas forcément la politique nationale, mais comme disait Antoine, il faut faire beaucoup plus, beaucoup mieux et beaucoup mieux, c'est moi qui le dis, et qui sont en fait tout prêts à aider Taïwan partout où on peut. Et ces belles énergies, ces bonnes ondes là, ça nous permet de faire des choses comme alors, je vous montre un petit peu cette collection sur Taïwan. Donc, on n'a pas beaucoup de documents universitaires qui sont publiés en sciences sociales sur Taïwan. Et le dernier né, voilà, c'est publié en février l'année prochaine. C'est un collectif, disons,
C'est un recueil de nouvelles uniquement littéraires. Il y en a plus d'une dizaine qui toutes ont un point commun, parler de la démocratisation de Taïwan à partir de 1987. Ce sont des textes superbes, c'est publié à l'Asiatech et ça nous montre que le politique à Taïwan, c'est la vie de chacun, que c'est pas une abstraction nationale à la capitale, qu'elle est insérée dans le destin de chaque individu. Et je trouve, et nous allons publier l'année prochaine un jour là-dessus dans ma collection, que Taïwan, sur ce point, nous montre que la démocratie en tant qu'idéal reste vivace dans certains coins du monde, et notamment à Taïwan. Merci beaucoup. Merci beaucoup Stéphane, et je me retrouve complètement dans ce que tu évoquais vis-à-vis de ce que recherchent tes étudiants. Moi-même, il y a quasiment 15 ans, je partais à 18 ans à Taïwan, c'était mon premier séjour académique à l'étranger. C'est exactement ce que je recherchais, ça m'a marqué à vie. Et ces échanges universitaires, ces échanges académiques pour des jeunes étudiants, et puis ensuite, évidemment, pour des chercheurs, des professeurs, c'est quelque chose aujourd'hui qui reste vraiment fondamental. Et donc, les échanges universitaires. Et puis, je parlais tout à l'heure des échanges aussi entre les think tanks, entre les centres de recherche. Donc, je suis vraiment ravi de donner la parole aujourd'hui au directeur général de l'Institut FMES, donc la Fondation méditerranéenne des études stratégiques de Toulon. Les think tanks taïwanais sont nombreux, de INDSR qui travaille surtout sur les questions militaires, à la Prospect Foundation, à la Taiwan Foundation for Democracy, avec qui on organisait un événement il y a quelques semaines pour parler de l'impact de la situation à Hong Kong pour l'Europe et pour Taïwan. Il y a une scène, entre guillemets, des think tanks taïwanais qui existe et qui est très vive. Il y a également d'autres questions qui sont très importantes. Et c'est pour cela que je suis ravi de vous donner la parole, Pascal Hausseur. Ce sont toutes les questions également, les questions maritimes, Taïwan étant une île, la France étant une grande puissance maritime, la question potentiellement d'une coopération dans ces domaines-là. Juste un exemple, Taïwan a un dialogue avec le Japon sur les questions maritimes. La France a un dialogue avec le Japon sur les questions maritimes. Et donc, pourquoi pas demain, de façon informelle, un dialogue entre la France et Taïwan sur les questions maritimes, voire même, rêvons, un dialogue France-Japon-Taïwan sur des questions maritimes, pas seulement des questions de sécurité, mais des questions d'économie et autres. Donc, je donne la parole à Pascal Hausseur et je vous remercie encore une fois d'avoir accepté de participer. Merci Antoine. Bonjour à tous. Bonjour Monsieur l'ambassadeur. Donc moi, un petit mot pour me présenter. Je suis un ancien amiral qui a passé à peu près 40 ans dans les forces armées, 20 ans sur les bateaux de surface et 20 ans dans ce qu'on appelle le politico-militaire. Donc, et j'ai pris la direction générale de l'Institut FMES, la Fondation méditerranéenne d'études stratégiques, il y a 2 ans. Et la FMES, c'est un think tank. Et un think tank se fait pour penser, et pour penser, il faut de l'audace. Donc, je rejoins totalement, évidemment, ce que Antoine Bondaz a dit sur la nécessité d'audace, de ne pas s'auto-censurer. Et pour moi, voilà, j'aurais pas pu, en fonction, avoir des relations officielles de travail dans le domaine de la stratégie, de la sécurité et des problématiques qui sont les miennes en tant que directeur de think tank. Il n'y a aucune raison qu'un think tank toulonnais, français ne réfléchisse pas. J'étais il y a 18 mois à Séoul pour parler de la sécurité comparée de la mer de Chine du Sud et de la Méditerranée. J'y reviendrai. Je serais ravi de refaire la même chose avec un think tank taïwanais. Moi, nous sommes pas la FRS, donc nos domaines d'action, de réflexion à la FMES sont un petit peu différents, en tout cas plus localisés. Ce qui m'intéresse, notre premier domaine de réflexion, c'est le domaine du monde, du bassin méditerranéen et du Moyen-Orient. Mais dans cette ère stratégique s'appliquent des grandes forces qui sont les mêmes en mer de Chine du Sud et partout bien sûr dans le monde, mais en particulier en mer de Chine du Sud et autour de Taïwan. Là, ce qu'on peut appeler une forme de désoccidentalisation du monde. Quel est son impact chez nous? Quel est son impact là-bas? Bien sûr, la montée de la puissance chinoise et son impact évidemment différencié, mais réel.
Où va-t-on dans ce domaine? Quel est le rôle des États-Unis? Quel sera le rôle des États-Unis? Quel sera le rôle de la Russie régionale, qui est puissance régionale dans les deux parties du monde? Quel peut être le rôle des Européens? Économique bien sûr, sociétal bien entendu, mais également sur le plan de la stratégie, de la géopolitique et de la sécurité. Voilà des domaines dans lesquels je serais ravi d'échanger avec des homologues taïwanais. Il y a aussi ce qui est propre au monde, au fait que nous sommes Taïwan et la France confrontés à une géopolitique mais de petite mer quand on regarde notre sud, de Méditerranée, de mer entourée de terre. Et ça, c'est une problématique intéressante. C'est une des problématiques que j'avais soulevées à Séoul avec mes partenaires coréens. Et je trouve que c'est très riche. L'imbrication économique des pays riverains, mais en même temps les flux migratoires, les enjeux environnementaux qui sont propres à des mers quasi fermées ou très en tout cas peu ouvertes. Le rapport de force des puissances. Alors, notamment quand on a une très grosse puissance riveraine, évidemment ça pose des questions particulières. La territorialisation des mers, qui est un phénomène global, mais qui s'applique encore plus dans des mers de petite taille, comme les deux Méditerranées, comme la mer de Chine du Sud et la Méditerranée chez nous. Toutes les capacités technologiques de déni d'accès, ce qu'on appelle la 2AD, la déni d'accès militaire d'une zone qui est beaucoup plus facile à pratiquer dans une mer fermée que dans un grand océan, ça pose des questions en termes de stratégiques, et évidemment qui sont ultra importants pour une île comme Taïwan, mais extrêmement importants pour une puissance comme la France, riveraine d'une mer fermée, confrontée également à ces problématiques. Moi, je pense que là, il y a matière à réfléchir ensemble. Et l'avantage, une fois encore, d'un think tank, c'est que la parole est libre, la pensée l'est aussi, on engage que soi-même, et c'est des choses qu'on peut pas faire lorsqu'on est institutionnel, je vais les dire. Enfin, et je vais encore plus loin dans la problématique. Un institut qui fait de la stratégie, de la géopolitique, il ne veut pas se poser des questions sur la conflictualité, l'avenir de la conflictualité. On est dans un monde malheureusement qui n'est pas le monde qu'on avait rêvé il y a 30 ans. Quand cet institut a été créé il y a 30 ans, on pensait qu'on serait dans un monde, enfin on espérait arriver dans un monde post-historique où l'économie globalisée réglerait tous les problèmes. On voit qu'il n'en est absolument rien, au contraire, et que la conflictualité est malheureusement une réalité qui est de plus en plus forte. Quelle est-elle? Quelle sera-t-elle? Vos grands voisins ont théorisé le concept de guerre hors limite, mais qui est un concept intéressant, qui pose les questions des facettes multiples et de plus en plus complexes et de plus en plus qu'il faut articuler entre elles, entre les différentes actions, que ce soit informationnelles, cyber, les espaces communs, etc. Je pense que voilà, toutes ces questions, j'en suis sûr, intéressent nos partenaires taïwanais, nous intéressent la France, intéressent un think tank comme le mien, et donc évidemment, je serais ravi d'échanger. Alors on peut faire des études en commun, faire des colloques à distance dans un premier temps, mais pourquoi pas un jour en présentiel. On peut faire des productions croisées. On peut travailler en trilatéral et ça pose aucun problème. Au contraire, je serais ravi d'ailleurs d'associer la FRS, grand frère parisien, à nos travaux. Et il y a dans ce domaine la réflexion libre. Et vous l'avez plusieurs fois souligné, j'arrête là, ce soir, la liberté d'esprit d'une grande démocratie est quelque chose d'extrêmement riche, qui apporte énormément à la réflexion stratégique, et avoir une vision asiatique qui est à la fois qui apporte une vision asiatique libre sur un monde qui change, confronté à des enjeux que nous partageons, évidemment, ça a beaucoup de sens pour un think tank comme la FMES. Donc merci de m'avoir convié à cette petite soirée et comptez sur nous, en tout cas pour répondre à toutes les sollicitations que vous souhaiterez nous faire dans le domaine que je viens d'évoquer. Merci beaucoup. Puis je pense que l'ambassadeur Wu a, j'espère, pris des notes sur
tous les potentiels en termes de coopération, y compris en termes de sécurité maritime. Je vais désormais donner la parole à Kai, puisque je crois que Jacqueline Doua n'arrive pas à se connecter. Donc Jacqueline Doua, qui est la directrice de la Cour des Arts à Saint-Rémy-de-Provence, qui est une institution du sud de la France, dans laquelle Kai, justement, a fait une résidence. Et donc, je pense qu'il pourra également en profiter pour présenter la Cour des Arts et puis, évidemment, revenir sur son parcours personnel. Donc, un jeune artiste taïwanais en France. Merci Antoine, bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Kai Junxiang et je suis un artiste peintre et je vis actuellement à Paris et je vais intervenir avec une histoire plus personnelle, mais c'était une belle histoire. En fait, aujourd'hui, si je peux encore poursuivre mon chemin artistique, c'est grâce au soutien de beaucoup de personnes et Madame Jacqueline Giraud qui fait partie de ces bienfaiteurs. Et elle m'a soutenu depuis que j'étais encore étudiant au Beaux-Arts de Paris. Et cette année, elle m'a proposé de aller à la Cour des Arts pour faire une résidence à Saint-Rémy-de-Provence pendant 2 mois. La résidence a été prolongée à cause de confinement, mais j'avais de la chance de pouvoir profiter de l'atelier 2 mois de plus et c'était un moment productif et avec beaucoup d'inspiration. Et je prends cette occasion à remercier à Jacqueline tout ce qu'elle fait pour moi et pour tous les jeunes talents qu'elle a aidés, qui viennent du monde entier et parmi les étudiants taïwanais. Et avec cet exemple, j'aimerais inviter aux 2 bureaux de Taïwan en France à soutenir les jeunes artistes taïwanais parce qu'il y en a beaucoup de jeunes étudiants qui sont partout en France, aussi dans le sud, surtout en Provence. Il y a aussi beaucoup d'écoles d'art. Et les premières 3 ans après le diplôme, c'est vraiment pas évident. Et aujourd'hui, à cause de l'épidémie, les artistes et ceux qui travaillent dans les domaines culturels, pour nous, c'est vraiment un grand défi. Et j'espère que le nouveau bureau de Taïwan peut jouer un rôle constructif et créer des opportunités pour les jeunes Taïwanais et surtout les jeunes parce qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens. Et donc, merci beaucoup et félicitations pour l'inauguration du bureau. Merci beaucoup, Kai. Et c'est vrai que la pandémie a un impact direct sur de nombreuses industries, y compris les industries culturelles. Et c'est vrai que dans le terme de coopération franco-taïwanaise, il y a déjà beaucoup de choses sur le plan culturel, artistique, et on pourra faire encore plus de choses et peut-être encore mieux. Désormais, j'aimerais donner la parole à Michel Fresset, donc, qui est le directeur de l'Office de tourisme d'Aix-en-Provence. En 2019, les Taïwanais ont effectué plus de 17 millions de séjours à l'étranger, en hausse de 3% par rapport à 2018, ce qui veut dire qu'il y a grosso modo 3 Taïwanais sur 4 qui quittent l'île pour des raisons touristiques chaque année, pour des séjours de plus ou moins longue durée. Et la France, en Europe, c'est la première destination des touristes taïwanais, puisqu'en 2019, il y a eu un peu moins de 200 000 touristes taïwanais qui sont venus en France. C'est en augmentation de 3% par rapport à 2018, mais j'imagine bien que l'ouverture de ce bureau à Aix-en-Provence et la communication qui a été faite en Taïwan sur la Provence et sur Aix-en-Provence seront l'opportunité de faire encore plus et encore mieux. Et donc, je donne la parole à Michel Fresset. Je vous remercie, Monsieur Bondas. Bonjour, Monsieur l'ambassadeur. Bonjour à toutes et tous. Je voudrais, en préambule, vous retransmettre un message fort de Madame le maire d'Aix-en-Provence et de Madame Sophie Joissin, ex-sénateur, qui sont très heureuses d'accueillir ce bureau annexe à Aix-en-Provence. Alors, on va effectivement peut-être dans un premier temps parler de vous, de ces visiteurs taïwanais, dont vous venez de brosser le profil, et puis aussi dans un deuxième temps parler de nous, Aix-en-Provence, et des atouts que la ville présente pour effectivement pouvoir accueillir ces visiteurs. Donc vous l'avez effectivement dit, 17 millions, un peu plus de 17 millions de voyages à l'étranger des Taïwanais en 2019, donc c'est une progression importante par rapport à 2018, et la France est le
premier pays, effectivement, d'Europe qu'ils souhaitent visiter. Ce sont des visiteurs qui, effectivement, ont un profil qui, vous le comprendrez aisément, intéresse tout à fait l'office de tourisme que je suis, parce qu'il y a une durée de séjour qui est, comme vous l'avez dit, relativement longue, puisque effectivement ils sont présents sur le territoire, on va dire entre une semaine et 15 jours, ce qui fait qu'effectivement ce sont des séjours de longue durée qu'ils peuvent faire chez nous. Et puis surtout, on connaît leur centre d'intérêt. C'est une clientèle qui est cultivée, qui a pour premier centre d'intérêt le tourisme urbain, la découverte effectivement de toute cette offre que Aix-en-Provence peut leur proposer. Vous le savez, cette ville d'Aix-en-Provence est l'ancienne capitale de la Provence, la première ville fondée par des Romains en Gaule, donc un patrimoine archéologique qui reste encore à révéler, mais en tout cas une histoire forte et une identité de capitale provençale, de capitale des arts, de capitale de la culture et ancienne capitale politique. C'est, vous le savez, la ville de Paul Cézanne. Pendant de nombreuses années, avant de devenir directeur de l'Office de tourisme d'Aix-en-Provence, j'ai moi-même porté la casquette de directeur de l'atelier de Cézanne et des sites de Cézanne, puisque cette ville d'Aix-en-Provence peut s'enorgueillir de posséder un patrimoine cézannien exceptionnel, en tout cas en termes de paysage, puisque nous avons son atelier, le dernier atelier, où il a peint quelques-uns de ses plus grands chefs-d'œuvre. La ville est en train de restaurer de manière exceptionnelle l'ancienne maison de famille, la Bastide du Jas de Bouffan, qui sera l'équivalent de ce que Giverny est à Monet à Aix-en-Provence et qui va ouvrir dans 2 ans après plusieurs années de travaux de restauration remarquables. Et puis enfin, pour découvrir l'essence même de la peinture de Cézanne, on peut se retrouver en pleine nature et avec le contexte sanitaire que nous traversons aujourd'hui, se retrouver au grand air, en pleine nature, en plein milieu des rochers rouges que Cézanne a pu peindre en allant sillonner les carrières de Bibémus. Là aussi, nous avons de nombreux atouts qui peuvent intéresser les artistes jeunes, comme ceux qui participent à cette visioconférence, ou moins jeunes qui viendront, j'en suis certain, à Aix-en-Provence. Donc ça, c'est le tourisme urbain et la culture. Et puis, il y a aussi, parmi les centres d'intérêt, le luxe et la gastronomie. Et effectivement, là, nous avons de nombreux atouts aujourd'hui à Aix-en-Provence, puisque la ville s'est complètement repositionnée par rapport à son offre d'excellence, notamment son offre d'hébergement. Nous avons sur Aix aujourd'hui de nombreux 5 étoiles ou palaces qui peuvent accueillir une clientèle à très haut pouvoir d'achat, aussi bien donc par rapport à leur lieu d'hébergement, dans d'anciennes bastides qui sont des petits châteaux ouverts aux portes d'Aix, dans des jardins tout à fait prestigieux, mais aussi des tables étoilées qui pourront ravir le palais de ces amateurs de bonne cuisine que sont, je crois, les Taïwanais. Et puis, pour ce qui est de la découverte de l'offre œnotouristique, l'Office de tourisme, maintenant depuis 6 ans, est détenteur d'un label, le label Vignoble et Découverte. Donc, il a été le premier en Provence à pouvoir bénéficier de la part du ministère de ce label, donc l'équivalent de ce que la Bourgogne ou le Bordelais peuvent afficher en termes de vignoble. Donc, nous avons aussi une offre là qui nous permet de découvrir des domaines, de déguster des vins. Nous avons 5 appellations qui vont des côtes du Luberon aux côtes de Provence en passant par les côtes d'Aix, avec des appellations très intimistes sur de tout petits vignobles, palettes à vraiment découvrir. Et puis les portes s'ouvrent. On vit aujourd'hui des domaines de partage d'expériences avec des vignerons, avec des événements qui ont lieu dans les vignobles. Donc il y a toute une série d'événements et de manifestations, donc outdoor, qui peuvent tout à fait intéresser le public taïwanais. Et puis, je terminerai peut-être en disant, et ça fait le lien avec tous ceux qui sont issus du monde de la recherche, qu'Aix-en-Provence est, vous le savez éminemment, une ville d'étudiants. Vous avez fait a priori vos études dans le sud de la France, peut-être à Aix-en-Provence. Eh bien, les jeunes étudiants taïwanais sont effectivement très nombreux à Aix-en-Provence, une ville qui compte, vous le savez, plus de 38 000 étudiants, mais surtout qui bénéficie au sein de la Provence d'une situation géographique, stratégique très importante
et qui permet effectivement très rapidement de se rendre vers d'autres villes, pôles d'intérêt pour des chercheurs ou pour de jeunes artistes. Effectivement, les villes de Lyon, de Montpellier, de Grenoble, qui sont des villes qui ont déjà des échanges avec Taïwan, se trouvent à quelques minutes, dizaines de minutes ou heures d'Aix-en-Provence. Donc une situation géographique remarquable, donc de très nombreux atouts que la ville mettra à disposition de ses visiteurs taïwanais, que ce soit pour un court séjour ou pour des durées plus longues. Et enfin, je voudrais terminer en disant, et là il peut y avoir une passerelle très rapide, que l'Office de tourisme, depuis maintenant plus de 15 ans, organise un événement qui s'appelle les Rencontres du 9e art, un festival qui est consacré à la bande dessinée et aux autres arts associés. Et je sais qu'à Taïwan, il y a une scène graphique qui commence à se distinguer, des maisons d'édition, des jeunes auteurs, et nous sommes tout à fait prêts à nouer des échanges pour les accueillir et faire des lieux culturels et patrimoniaux d'Aix qui accueillent des dessinateurs argentins, américains, européens ou d'autres pays d'Asie, eh bien une scène où les jeunes artistes taïwanais pourront aussi être représentés. Merci beaucoup, et je dois bien vous avouer que je suis assez frustré d'être coincé à Paris ce soir et de ne pas pouvoir aller dès demain faire des visites à Aix, une ville que j'aime bien. Bon, une partie de ma famille a vécu là-bas et c'est vrai que c'est un patrimoine, et que ce soit historique, gastronomique et autres, qui est vraiment exceptionnel. Je finirai cette seconde session en donnant la parole à Judith Tseng, donc, qui est une journaliste avec qui j'ai eu le plaisir il y a quelques semaines, c'était en période de pré-confinement, de nous rendre à Caen pour le forum Normandie pour la paix. On avait eu l'occasion d'échanger avec également d'autres chercheurs sur les questions asiatiques et l'impact de la pandémie. Et donc, je suis ravi ce soir qu'elle soit parmi nous et de lui donner la parole. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci Antoine. Je suis la correspondante de la Central News Agency de Taïwan en France. Je vous remercie de votre invitation qui me permet d'apporter mon point de vue sur le rôle que le bureau de Taïwan Aix-en-Provence pourra jouer à l'aide des médias dans la collaboration bilatérale. Quand on parle des échanges internationaux entre Taïwan et la France en l'occurrence, les médias ne sont pas souvent les premières choses qui viennent à l'esprit. Néanmoins, avec le développement des médias sociaux et des technologies numériques, les médias peuvent et doivent avoir une place de plus en plus importante en facilitant la collaboration et la compréhension mutuelle. En tant que journaliste, je sais que pour avancer la communication et les échanges, la curiosité et le désir de se partager sont essentiels. Dans cette optique, le dynamisme de la société civile semble indispensable. Nous pouvons constater récemment, à l'aide des diverses plateformes audiovisuelles et des réseaux sociaux, le nombre croissant de youtubeurs, blogueurs français à Taïwan et de Taïwanais en France. Prenez par exemple un youtubeur français, Kou. Il a réalisé des vidéos non seulement avec des directeurs du bureau français à Taipei, mais aussi avec la présidente de Taïwan, Tsai Ing-wen elle-même. Un autre youtubeur français, François Tevatine, a fait une vidéo intitulée Open Letter to the French, qui parle de la gestion taïwanaise du Covid en français et obtient plus que 200 000 de visites. En fait, ici, M. Korkuf a aussi publié au début d'avril avec une vidéo nommée Lettres sur le masque à l'usage de qui s'avance masqué sur son compte Facebook pour expliquer la politique des masques à Taïwan. Cette vidéo est devenue virale, partagée par des médias et milliers d'internautes français et taïwanais. On est entré dans une ère où les canaux de communication se diversifient. La capacité de créer des contenus authentiques est maintenant vitale, non seulement pour atteindre l'audience mondiale, mais aussi pour former l'opinion publique. Cette convergence de l'opinion publique est une représentation du soft power, mais pas seulement. La solidarité des nets citoyens sur les enjeux culturels, environnementaux, géopolitiques via les médias sociaux devient une force incontournable sur laquelle il faudra de plus en plus compter. À l'instar de l'émergence de l'Alliance du thé au lait, un phénomène panasiatique sans président,
qui réunit des internautes pro-démocratie de Taïwan, Thaïlande, Hong Kong, l'Inde, Ouïghour, contre l'autoritarisme, mais chinois plus particulièrement. Cette alliance virtuelle a donné naissance à nombreuses manifestations physiques à Taipei, Bangkok et Paris. Autrement dit, il est possible qu'une guerre des mots en ligne aujourd'hui se transforme en mobilisation transnationale hors ligne demain. Utilisés de manière appropriée et responsable, les nouveaux médias constituent une arme vitale pour les démocraties. L'établissement du bureau de Taïwan à Aix-en-Provence pourra jouer un rôle élargi et approfondi des échanges d'informations et les collaborations franco-taïwanaises. Le bureau pourra servir comme une plateforme pour faire rencontrer des influenceurs internationaux, y compris des créateurs, des Instagrammeurs, des photographes, ainsi que des journalistes indépendants basés dans cette région. Par ailleurs, l'agence de presse de Taïwan, le Central News Agency où je travaille, vient de lancer un projet pour créer une chaîne de streaming visant le public international, un peu comme la TV5 de la France. Une fois établie, cette plateforme permet d'enrichir les échanges bilatéraux de points de vue et le bureau de Taïwan à Aix-en-Provence pourra être une base opérationnelle de toute bonne liaison. Le moment ne pourrait être mieux choisi. La visibilité et la réputation de Taïwan a considérablement augmenté au vu de la gestion réussie du Covid-19, le modèle démocratique et le civisme du peuple taïwanais. Il y a de plus en plus de Français qui désirent en connaître plus sur Taïwan. L'ouverture de bureau de Taïwan à Aix-en-Provence peut tout à fait joindre ses forces pour promouvoir la collaboration entre Taïwan et le sud de la France. En somme, les médias de nos jours sont capables de créer, connecter, accélérer, amplifier des voix et des actions et les transforment en force collective d'influence. Pour renforcer la connaissance et les échanges mutuels franco-taïwanais de tous les domaines, la dynamique des réseautages médiatiques est une opportunité à ne pas manquer. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup et merci beaucoup d'avoir parlé des réseaux sociaux, du numérique, ce qui me permet de faire une transition assez facile vers monsieur le député qui est reconnu en France pour ses travaux, notamment parlementaires, sur les questions numériques. Et donc, je vous propose de quitter un tout petit peu Aix-en-Provence, de faire la diagonale sud-nord vers la Bretagne. Et je vous donne la parole, monsieur le député. Je vous remercie encore une fois d'avoir accepté de participer. Merci de m'accueillir. C'est toujours très intéressant de voir à quel point on peut encore enrichir les relations entre nos deux pays. Moi, je ne peux pas commencer, compte tenu de l'objet de cette réunion ce soir qui consacre l'arrivée d'un bureau à Aix-en-Provence, sans avoir une pensée à un voisin pas très loin, Avignon, et notre ami Jean-François Césarini, qui était précédemment le président du groupe d'amitié entre le Parlement français et le Parlement taïwanais, qui nous a quittés au printemps. Il a fait un travail important au sein de l'Assemblée nationale pour rassembler et rapprocher les deux parlements, et je vais avoir une pensée pour lui ce soir, parce qu'il était très présent aussi sur le numérique et la culture, avec la French Tech Culture, ce qui me permet de mettre en évidence d'ailleurs qu'il y a beaucoup de Français à Taipei, au travers de la French Tech, très présente là-bas. Pas assez présente de mon point de vue quand on est à Computex, et c'est un magnifique salon autour des enjeux du numérique, et où la délégation française mériterait d'être mieux représentée encore, mais ce sera désormais probablement chose faite avec les incitations qui seront faites à partir du sud de la France. Je peux juste témoigner que Taïwan est une magnifique démocratie sur laquelle probablement notre pays à s'inspirer parfois. Je me rappelle que le Parlement, le yuan législatif taïwanais a réduit son nombre de parlementaires, sans que ça ait été très douloureux pour à la fois le fonctionnement de la démocratie et en même temps, j'allais dire, l'exécution et l'étude des textes de loi, dans des proportions qui rappellent à peu près ce que portent certains candidats qui depuis sont devenus présidents de la République, quand on ramène le ratio du nombre de parlementaires aux quelques millions d'habitants de Taïwan. Finalement, on pourrait peut-être s'inspirer pour avoir une représentation plus dynamique. J'ai un fils qui est officier de marine marchande, travaille sur des câbliers à Keelung,
il me vantait. Alors, il passe pas beaucoup de temps à Taïwan. Vous savez qu'aujourd'hui, un officier de marine marchande, il passe beaucoup plus de temps sur l'eau, surtout sur les câbliers qu'à quai. Mais il était tombé sous le charme de ce pays que je ne connaissais pas. Et j'ai appris à le découvrir avec lui, en essayant de comprendre de cette démocratie très orientée sur les nouvelles technologies, très sensible à l'écologie et au changement et à l'investissement sur notamment les énergies vertes, ce qui pouvait s'y produire. Et j'ai rejoint assez naturellement on appelle le groupe d'amitié, enfin c'est pas tout à fait le terme de groupe d'amitié, mais je souhaite qu'il le devienne, le groupe d'amitié qui est constitué à l'Assemblée nationale et j'en suis devenu vice-président. Et donc, il m'a été donné l'occasion à plusieurs reprises de me rendre à Taipei et Taïwan. Je peux juste ajouter à ce qui a été dit, parce que un partenariat avec l'IRCAD de Strasbourg et l'excellent travail du professeur Jacques Maresco sur les travaux autour de la chirurgie micro-invasive et recherche et d'applications qui se font à Taïwan. Je pourrais vous parler de la blockchain où il y a une formidable blockchain académie du côté de Taïwan. Et pour tout vous dire, je rends un rapport au Premier ministre dans le courant de la semaine prochaine sur l'open data, les codes sources et les données d'intérêt général. Et j'en discutais ce midi avec l'ambassadeur Wu à Paris. Il y a fort à parier qu'une nonobstant le fait que ce soit une île et que culturellement les gens se situent plutôt dans une logique où chaque individu se met au service du collectif, ce qui n'est pas tout à fait notre cas en France, eh bien la gestion de la donnée est un élément clé probablement aussi dans le dialogue entre les citoyens et les autorités, dans la confiance qui est nouée aussi entre les citoyens et les autorités, et probablement que ça les a aidés à surmonter cette crise, au point que d'ailleurs la présidente de Taïwan figure en bonne place sur la une du Point, même s'il est un peu serré par la Chine dans son couloir. Mais c'était pas écrit d'avance qu'aux côtés d'Emmanuel Macron, d'Angela Merkel, quand on cite les puissants du monde, la présidente de Taïwan puisse avoir sa place. Donc voilà, il se passe plein de choses du côté de l'Asie, et c'est toujours un pays avec lequel on a des choses à construire sur le champ culturel, sur le champ de l'industrie, sur le champ de la recherche. C'est un partenaire. J'avais un intervenant précédent qui a passé quelque temps à la fois sur l'eau, un peu sous l'eau, et puis qui a fait d'autres choses depuis. D'un point de vue géopolitique et d'un point de vue positionnement géographique, Taïwan occupe une position tout à fait stratégique, et nous avons bien évidemment à collaborer ensemble. Et donc moi, je ne peux qu'encourager le développement de ce bureau à Aix-en-Provence, qui soit une passerelle. Notre monde a terriblement besoin, alors que nous vivons ce confinement qui finalement finit par bâtir des murs. Même quand nous déjeunons ensemble, le déjeuner de ce midi avec l'ambassadeur et son équipe, c'est fait avec des plexis entre nous. Ce monde a terriblement besoin de passerelles. Et ce qui se passe à Aix-en-Provence, c'est une passerelle. Et c'est ce dont nous avons besoin pour renforcer encore les liens entre nos pays. Comptez en tout cas sur le groupe d'amitié parlementaire pour continuer d'œuvrer au témoignage du renforcement de l'amitié entre nos deux peuples. Taïwan est un grand pays. Vive Taïwan et vive la France. Et vive Aix-en-Provence. Merci beaucoup, monsieur le député. Puis, je suis extrêmement content puisqu'on a parfaitement maintenu le temps qui était imparti. C'est parfait. Donc, je vais redonner la parole à l'ambassadeur François Wu. Et puis ensuite, évidemment, donner la parole pour les remarques conclusives au nouveau directeur de ce fameux bureau de Taïwan à Aix-en-Provence, dont on se réjouit tous de l'inauguration récente. Merci Antoine et merci de m'accorder encore 2 minutes pour la parole. Alors ce soir, je suis très touché de voir tant de monde qui parle de Taïwan, justement parce que dans le passé, Taïwan est un peu ce qu'on appelle n'est pas dans le courant dans le courant du monde officiel, et on est souvent ignoré. Ce qui a permis cette fois-ci à Taïwan de sortir un petit peu, justement, c'est parce que Taïwan a très bien géré la crise du Covid-19. Donc cette année, nous avons eu à peu près 600 personnes confirmées tout au long de l'année. Donc, et le plus important, c'est qu'on a pu gérer la crise du Covid-19
avec la démocratie et avec l'état de droit. Et je pense que c'est très important pour montrer dans le monde que dans ce monde, dans cette société sinophone, la démocratie, la transparence, l'état de droit peut très bien fonctionner. Et je vous invite à voir aussi l'hebdomadaire Le Point qui vient de sortir cette semaine. Là, dans la couverture, on a vu 5 leaders du monde, y compris Emmanuel Macron, Joe Biden, tout ça, et on voit Taïwan qui est là-dedans, dans la course, mais qui n'a pas de numéro. Ça montre un peu la situation de Taïwan qui est présent dans la course, mais qui n'est pas reconnu officiellement, mais qui continue à courir. Et c'est à peu près la situation de Taïwan aussi dans le monde entier. Alors, je veux aussi dire que les relations entre Taïwan et la France sont en train de fleurir. Économiquement, en 2018, d'un côté, Taïwan avait acheté une trentaine d'Airbus, y compris beaucoup d'A350, et de l'autre côté, Carrefour, qui s'est complètement retiré de la Chine, renforce son investissement à Taïwan et maintenant est devenu le deuxième plus grand supermarché à Taïwan. Donc, on voit que les relations entre la France et Taïwan sont en train de fleurir. Pour terminer, j'invite toutes les personnes qui s'intéressent pour apprendre le chinois, parce que la Chine, c'est quand même un pays, je parle de la Chine, c'est-à-dire le monde sinophone, c'est quand même un monde très important. Il va falloir quand même apprendre le chinois pour bien s'adapter dans le monde chinois. J'invite tout le monde qui s'intéresse à apprendre le chinois de venir à Taïwan, parce que Taïwan est à peu près d'une certaine façon le seul endroit libre pour apprendre le chinois. Donc là, à Taïwan, je crois ça correspond très bien aux valeurs de la France, et puis de se sentir libre, de discuter toutes les choses pour apprendre le chinois. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais encore vous parler. Du rôle de Taïwan qui peut jouer dans le monde et également dans les relations, dans la politique extérieure de la France. Venez à Taïwan, voir à Taïwan et voir ce qu'on peut faire à Taïwan. Et puis, bien sûr, nous, on va faire le maximum pour que les Taïwanais puissent venir en Aix-en-Provence, cette bel endroit de la France, et pour faire connaître Taïwan, le meilleur parti d'Aix-en-Provence. Voilà, je vais terminer là-dessus. Et merci encore une fois, cher Antoine. Et avant de passer la parole à notre directeur général d'Aix-en-Provence, M. Chine. Merci beaucoup, François. Et tu as bien fait de rappeler cette une du point, cette course de fond entre différents pays. Et donc, on espère que la prochaine une ira encore plus loin et qu'il y aura même une course de relais, peut-être, entre les démocraties européennes et Taïwan. Donc, je cède maintenant la parole avec grand plaisir au nouveau directeur du bureau de Taïwan à Aix-en-Provence. Et merci beaucoup, monsieur le directeur. Son Excellence, monsieur l'ambassadeur François Wu, monsieur Baudorel, monsieur Bondas, mesdames, messieurs, bonsoir. Ce fut un grand plaisir pour moi d'être ici parmi vous durant cette visioconférence dédiée à la coopération franco-taïwanaise. Et au nom du bureau de Taïwan à Aix-en-Provence, je voudrais saisir cette occasion pour exprimer ma gratitude envers le bureau de représentation de Taïwan en France et la Fondation pour la recherche stratégique, co-organisateur de cet événement destiné à constituer une plateforme d'échange de points de vue et à identifier les priorités de coopération entre Taïwan et la France. Et je tiens également à remercier tous les participants ce soir pour leurs précieuses observations et suggestions. Et le bureau de Taïwan à Aix-en-Provence vient d'être inauguré lundi dernier. Et l'ouverture de ce bureau représente la volonté et l'engagement du gouvernement taïwanais à renforcer les relations d'amitié et de coopération avec la France. Et l'objectif de cette visioconférence a été de mettre en évidence le potentiel de coopération entre nos deux pays. Et je suis convaincu que Taïwan et la France peuvent collaborer étroitement
dans les domaines du high-tech, de la biomédecine, de l'innovation, il y a une forte complémentarité technologique et scientifique entre nos deux pays. Et la demande existe au niveau de semi-conducteurs, par exemple. Et les chaînes d'approvisionnement taïwanais sont en outre une alternative parfaitement viable au monopole que la Chine exerce sur le marché mondial. Et nos coopérations bilatérales au niveau de la culture, de l'éducation, du tourisme, rappellent que nous partageons des valeurs telles que la démocratie, les droits de l'homme, la durabilité et surtout une grande passion pour la culture. Et la France est la première destination touristique en Europe des Taïwanais, et avec une fréquentation de voyageurs qui a augmenté plus de 60% entre 2016 et 2019. Et en même temps, le nombre de Français se rendant à Taïwan a augmenté de près de 30%. Il est bon de préciser que la province reste une des destinations les plus attractives en France et dans le monde pour les touristes taïwanais. Et ainsi, l'une des missions du bureau de Taïwan à Aix-en-Provence est d'offrir de meilleurs services aux touristes et expatriés taïwanais situés dans le sud de la France, et tout en cherchant à consolider les liens entre nos deux peuples. Et l'année 2020 a été marquée par l'épidémie de Covid-19. Et Taïwan est l'un des rares pays au monde à avoir pu contenir cette épidémie. Et il n'y a eu aucun cas de contamination locale depuis 230 jours. Et le virus a pu être contrôlé et l'économie taïwanaise a pu rester en croissance. Cela dit, la situation reste encore très préoccupante dans le monde et seule une coopération internationale mettra fin une fois pour toutes à cette crise. Et dans ce contexte-là, le gouvernement taïwanais est toujours prêt à partager les leçons retenues et se montrer en tout temps solitaire des pays amis. Et ce qui nous ramène dans le bureau d'Aix-en-Provence. Et ce nouveau bureau servira ainsi un nouveau point de contact pour accueillir les propositions de collaboration venant de nos partenaires français. Et c'est grâce à ce type de collaboration et d'efforts mutuels que l'amitié et les bénéfices réciproques entre nos deux pays continueront de s'épanouir. Et avant de conclure, je voudrais adresser une nouvelle fois tous mes remerciements au bureau de représentation de Taïwan en France et à la Fondation pour la recherche stratégique
en particulier son essence, Monsieur l'ambassadeur François Zizong, et ses collaborateurs qui ont beaucoup contribué à l'établissement du bureau de Taïwan à Aix-en-Provence. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, monsieur le directeur, et je pense que beaucoup d'entre nous vous envient d'avoir un poste à Aix-en-Provence. Je pense que pour beaucoup de diplomates étrangers, c'est un peu un des postes de rêve de pouvoir être basé à Aix-en-Provence. Donc, je vous remercie tous, à l'ensemble des intervenants, à l'ensemble des plusieurs dizaines de personnes qui ont écouté également ces échanges. Pour conclure, je pense que je vais paraphraser la conclusion de la vidéo du ministre des Affaires étrangères de Taïwan, qui disait « Vive l'amitié France-Taïwan ». Donc, vive l'amitié France-Taïwan. Merci beaucoup à tous. Puis encore une fois, je pense qu'il y aura d'autres événements de ce type et l'ouverture du bureau à Aix-en-Provence n'est encore une fois qu'une excellente nouvelle pour l'approfondissement de la coopération entre la France et Taïwan. Merci à tous et à très vite.